bienvenue. Il est 19h. Radio News Radio, 19h, 20h30, temps universel, Confluence, Souleymane Gassama. Permet à la cité religieuse de garder son originalité. Par rapport à la région, c'est normal. Non, ils interdisent toutes ces choses-là. Mais quand ils ont leur propre là, c'est comme si c'était une république dans la république. C'est-à-dire une république à part. On est en démocratie. On n'est pas dans un pays où c'est la charia. Je crois que c'est bien de les interdire parce que Touba, c'est un lieu saint. Ce qui est interdit à Touba, maintenant va être interdit à Mbacké. Sous quel régime d'interdit vit réellement Touba? Le pantalon y est-il interdit aux femmes? L'alcool y est-il prohibé? A-t-on le droit d'y jouer au football? L'école dite française y est-elle bannie? Quelles sont les autres activités dites elles aussi récréatives qui n'ont pas non plus droit de citer? Et qu'en est-il de la voisine de Touba? Mbacké s'aligne-t-elle sur la capitale du mouridisme ou vit-elle sous un régime plus permissif, voire dans la débauche? Peut-on enfin parler de Touba comme d'une mini-république islamique à l'intérieur du Sénégal ou encore comme l'expression d'un fanatisme? C'est au cœur de toutes ces questions que nous voyagerons ce soir en Confluence, et pour nous éclairer, un témoignage exclusif, celui de Maïté Darno, journaliste indépendante. Elle a publié un article dans Libération le 25 janvier, article intitulé « Touba et Mbacké, vices et versets ». L'article repris dans les plateformes sénégalaises a suscité de vives réactions. Son auteur répondant dans Confluence sur le cadre de cette enquête, ce qu'il a réellement vu sur place. Maïté Darno est l'invité de Confluence ce soir. Mythes et réalités sur les interdits de Touba, mise au clair, perspectives et débats. C'est donc l'intitulé de notre sujet principal dans Confluence ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bienvenue à tous pour ce 10e numéro de Confluence. L'horloge d'abord, il est 20h à Paris, 19h à Touba et à Mbacké. Merci de nous rejoindre pour une heure de décryptage, de discussion, de débat dans votre rendez-vous du lundi soir sur Radio News Radio. Confluence. Ils vont passer Touba et Mbacké au crible du fact-checking et ils engageront par la suite la discussion. C'est l'équipe. C'est Mbougar Sarr, mon cher Mbougar, bonsoir. Bonsoir Elgas, bonsoir à tous. Baladjei, bonsoir. Bonsoir Elgas. Lamine Faye, bonsoir. Bonsoir. Et Iboulo, bonsoir. Bonsoir. Faites assez singulier dans Confluence, je tiens à le signaler, ça me démange. Tous les chroniqueurs sont mourides d'ascendance, d'histoire, d'affinité, de filiation ou d'engagement, c'est selon, mais ils sont tous mourides. Je suis donc en minorité, pour l'anecdote, moi qui suis athée les jours de la semaine et animiste le week-end. Au sommaire donc dans Confluence aujourd'hui, Touba, ses lois, ses interdits, les contradictions avec Mbacké, la ville voisine, une plongée au cœur du Magal sur la vie des pèlerins au rythme des interdits, mais au rythme aussi de leur communion spirituelle. La vérité sur ces kilos religieux, sur ce que ça dit de notre République, notre invité Maïté Darno reviendra sur cette enquête parue dans Libération au centre de vives réactions. Elle partagera avec nous son expérience du terrain et dans un deuxième temps, l'équipe discutera ensuite des perspectives de la question, notamment la question de la laïcité au Sénégal. Nous bénéficierons au cours de cette partie de quelques reportages réalisés par les équipes de News à Paris et à Dakar. Ensuite, dans Confluence, la nouveauté fait son chemin. C'est la pause actu. Retour rapide en 2 minutes sur un fait d'actualité. Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, qui force des barrages de sécurité sous la fumée des lacrymogènes. C'était la semaine dernière dans les rues de Dakar et vous n'étiez pas dans un film. La démocratie sénégalaise est-elle donc malade? Tounef Mendy revient sur cette escalade entre opposition et majorité. Et pour finir, Confluence, elle est là depuis le premier jour. Elle, c'est la guillotine, tribunal express, des idoles et des faits marquants. À la barre ce soir, l'arbitrage de la CAN et les incidents lors de la demi-finale entre la Guinée équatoriale et le Ghana. Et tout d'abord, on détourne par la tradition à Confluence l'antenne et la parole aux auditeurs. C'est leur courrier. Mbougar, un courrier
Abondant il y a 15 jours, est-ce que cette fois-ci, notre discussion sur les langues nationales avec Khadim Ndiaye a inspiré des commentaires? Je crains que non, ou du moins pas autant que notre discussion sur les caricatures et Charlie Hebdo m'ont aussi suscité. Notre discussion sur les langues nationales n'a pas suscité beaucoup de réactions, simplement une seule, notable, celle d'Anna Gay, une autrice fidèle, qui a souhaité intervenir sur plusieurs points de notre débat. Alors, sur la question de la suppression du français, Anna Gay a noté que cette suppression pouvait induire plus d'inégalités sociales, en remarquant que les élites, quand le français était supprimé, continuaient cependant à envoyer leurs enfants dans de grandes institutions qui professent le français ou bien l'anglais. Et elle faisait remarquer également que si le français n'était pas supprimé, c'est parce que peut-être les politiques au Sénégal ont remarqué les effets qu'elle pouvait avoir ailleurs, donc le creusement des inégalités. C'est peut-être vrai, mais je tiens à préciser à Anna Gay que le propos de Khadim Ndiaye ne portait pas sur la suppression du français. Il l'a répété plusieurs fois au cours de l'émission. Ce qu'il voulait plutôt, c'est que le français soit enseigné de pair avec les langues nationales et voir que les langues nationales soient d'abord enseignées. Merci Mogar, merci chers auditeurs pour poster vos courriers, deux adresses, la page Facebook de Confluence et le site www.confluence-radionews.com. Marquons ici une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Radio News Radio pour parler des interdits à Touba avec notre invité Maïté Darno. A tout de suite dans Radio News Radio. De retour dans Confluence, merci d'être avec nous. Nous ouvrons le chapitre de ce soir. Voyage donc au cœur de la ville sainte de Touba. D'abord, un témoignage, celui de Maïté Darno. Maïté Darno, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, quelques éléments de biographie. Maïté Darno, vous êtes diplômée d'histoire, de sciences politiques et de journalisme. Vous avez été journaliste au Monde pendant 7 ans pour le journal Le Monde des Religions, puis pour le magazine du Monde. Vous êtes collaboratrice régulière à Libération. Aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendant, membre du collectif We Report, spécialiste par ailleurs des questions de société, notamment des questions religieuses. Vous vous êtes rendu au Sénégal, à Touba et à Mbacké en décembre dernier. Durant une semaine, à l'occasion du Grand Magal, vous avez écrit un article, Touba et Mbacké vice déversé, article au cœur de vive polémique dans la sphère Internet au Sénégal. Comment vous êtes-vous retrouvé à enquêter sur Touba? Alors, je me suis rendue à Touba pour raconter pour le monde des religions le Grand Magal, ce temps fort de la communauté mouride, pour expliquer ce qu'est le mouridisme, son histoire, son actualité. Pour ça, j'ai fait équipe avec Yuri Lanquette, un photographe français qui vit au Sénégal et qui connaît très bien le pays. Donc, quand on est arrivé à Touba, on a commencé à travailler sur la communauté mouride. Et puis, Yuri m'a parlé de Mbacké, la ville voisine, en me disant que c'était un peu la face cachée de Touba, un peu le pendant impie de Touba la Sainte, on va dire. Donc, un soir, nous voilà partis, après notre journée bien remplie, à Mbacké, en espérant boire une bière fraîche. Et effectivement, on a pu constater qu'à quelques centaines de mètres du périmètre de Touba, qui est assez délimité puisqu'il y a une grande arche en béton pour entrer dans la ville, on pouvait librement s'adonner à des pratiques qui sont par ailleurs totalement proscrites à Touba même. Et du coup, ce sont à la fois la singularité de ces interdits, sur lesquels on va revenir ensemble en détail, et cette dualité en termes géographiques. En gros, il suffit de passer dans la ville voisine pour faire des choses qui sont complètement interdites juste de l'autre côté, qui m'ont semblé constituer un sujet passionnant pour le journal Libération. Quand nous avons vu Touba et Mbacké, c'est donc au moment du Grand Magal, qui est un temps fort et un moment très particulier. Donc Yuri est quand même revenu à Mbacké un mois plus tard pour compléter le reportage en janvier. Et il a pu constater que même si Mbacké n'avait en principe pas le même statut que Touba, donc ne répondait pas aux mêmes interdits, la situation est quand même en train de changer. Visiblement depuis peu, on pourrait dire depuis 5 ans à peu près, et que Mbacké est de moins en moins cette capitale de la débauche adossée à la capitale mouride. Donc en gros, c'est un endroit où certes on peut fumer, on peut boire, écouter de la musique, voire avoir recours au service d'une prostituée, même si ça reste très
caché, non dit, subtil, mais c'est plus du tout ce lieu de fête qui visiblement a une réputation très forte dans les années 90, je dirais à peu près, qui était colportée par les fêtards en Afrique de l'Ouest. C'est à Mbaki qu'il faut aller pour un petit peu se dégourdir les pattes après avoir été très pieux à Touba. Et d'après nos interlocuteurs, le changement qui est à l'œuvre en ce moment serait à l'initiative des autorités mourides, qui ne voyaient pas d'un très bon œil le fait que justement il y ait cette dualité, donc qui tente de la restreindre. Et ça se fait à mesure que Touba s'étend géographiquement et que l'influence aussi du mouridisme semble se développer dans la société sénégalaise. Merci d'avoir été aussi complet dans cette première réponse. Alors, ce qui est intéressant dans notre émission, c'est pour refaire du fact-checking. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Touba. Essayons de tirer au clair ce qui est vrai et ce qui est faux. Qu'est-ce que vous avez vu, notamment sur place, sur les interdits? D'abord, commençons par la vêture des femmes. Comment faut-il s'habiller quand on se rend à Touba? Alors, les femmes, déjà, ne peuvent pas porter de pantalon. Moi, j'ai effectivement pas vu une seule personne en pantalon, à part moi et la journaliste de RFI. Cela dit, le premier jour, nous étions le mardi, le Magal avait lieu le jeudi, avec temps fort le vendredi, réception et prière, grande prière du vendredi. Et dès le mardi, je me suis fait alpaguer dans la rue pour couvrir mon pantalon. Donc j'ai acheté à la va-vite un pan dans une échoppe pour le nouer sur mon pantalon et qu'on ne le voit plus. Par ailleurs, il est bon ton d'avoir la tête voilée en public. Il y a quelques jeunes femmes qui enfreignaient cet interdit. C'était plutôt des adolescentes ou la vingtaine, on va dire, de très jeunes femmes. Et elles se faisaient danser en public, on les reprenait. Ou des personnes qui avaient plutôt le look, on va dire, des baïfales, qui sont une branche particulière du mouridisme. En effet. Ou d'autres pèlerins, un peu n'importe qui, se donnent le droit de faire régner cet ordre vestimentaire, on va dire. Oui, alors, abordons le deuxième point. Le Sénégal vit au rythme de la musique assez débridée, d'une scène artistique assez prolifique. Est-ce qu'à Touba, comme vous le dites dans votre article, les tam-tams sont interdits, la musique est-elle interdite? Effectivement, moi, j'ai pas entendu de musique du tout. De nouveau, pendant quasiment, on est resté 4 jours complets et 5 nuits là-bas, donc pas de musique. Pas d'autre chant que l'appel à la prière et les rasaïs, qui sont donc des poèmes composés par Amadou Bamba et chantés dans des cercles de prière quasiment 24 heures sur 24 durant toute la semaine du Magal. Cela dit, l'appel à la prière, il reste quand même assez discret par rapport à d'autres pays musulmans où là, on est sûr d'être réveillé vers 6 heures du matin pour la première prière. Là, l'appel à la prière est assez sobre en termes de niveau sonore, mais pas de musique, on va dire, instrumentalisée classique, normale, moderne en tout cas. Alors, qu'en est-il alors du sport roi et la lutte au Sénégal? Qu'en est-il du football? Est-ce que le football y est-il interdit? Je ne sais pas s'il est interdit. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il dit. Après, j'ai pas vu effectivement pareil. Pendant 4 jours, pas un seul ballon de football, pas un enfant jouant dans les rues de Touba. On les a pourtant sillonnés parce qu'il faut ruser pour arriver à atteindre le cœur de la ville, qui est donc la grande mosquée. Et c'est pas quelque chose qui m'avait frappé. Et c'est quelque chose qu'a relevé Yuri, qui vit au Sénégal, le photographe, et il m'a dit mais c'est dingue, parce qu'effectivement sur tout ce que je vous dis concerne à peu près 3 à 4 millions de personnes. Je pense que ce chiffre d'affluence n'est pas du tout exagéré, contrairement au nombre d'habitants de Touba à l'année où là j'ai vu des choses assez fantaisistes. Donc je me suis basée sur le recensement officiel qui dit qu'il y a un peu plus de 600 000 habitants, mais 3 à 4 millions de pèlerins, pas un pantalon, pas un ballon de foot et pas une cigarette non plus. Sur 3 à 4 millions de personnes, j'ai vu personne fumer pendant quasiment une semaine. Oui, on va dire que les Sénégalais sont en train de se discipliner, qu'ils sont en train de mettre un peu la clope à la poubelle. On va faire une petite bouteille. Alors, les éléments complémentaires, si vous voulez bien balader. Est-ce que sur cette question du football, alors, la seule chose que je sais, c'est que le football sous forme de compétition tel qu'on le vit au Sénégal, que ce soit à travers les championnats estival ou les championnats nationaux, n'existe pas à Touba.
En revanche, je suis plus réservé sur le foot de rue. Je ne suis pas étonné que Meïté n'ait pas rencontré de gens joueurs au football pendant la période du Magal. Tu pourras fréquenter, tu vois, pendant la période du Magal, comme il le dit, une ville qui passe de 700 000, et comme il le dit, pardon, une ville qui passe de 700 000 habitants à 3 millions d'habitants. Il n'y a pratiquement pas de place dans les rues et c'est pas l'objet, on va dire. Enfin, il n'y a pas de place pour le football pendant le Magal, ça c'est sûr et certain. Maintenant, dans le quotidien des gens qui habitent à Touba, je ne suis pas sûr que le foot de rue soit interdit. Je peux être catégorique. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires pour dire ça? Alors, je vais avoir recours à des souvenirs personnels, parce que j'ai été à Touba pendant des périodes de Magal et dans des périodes où il n'y avait pas de Magal. Donc, je confirme ce que dit Bala. Pendant le Magal, en effet, je n'ai jamais vu de foot. Étant moi-même un grand pratiquant de sport, je peux dire que pendant le Magal, il y avait des périodes où ça me démangeait de jouer au foot, mais il n'y avait pas de place. Et au sport, comme vous figurez, il n'y avait pas de place pour le foot. Pas d'espace, et puis, dans l'esprit, il n'y avait pas de place. Par contre, en revanche, hors période Magal, j'ai déjà joué au foot. Alors, c'est plutôt vers 2004, 2005. Et je pourrais me donner le quartier, c'est à Madiana, à Touba. Le quartier Madiana. Donc, je le donne. J'ai déjà joué au foot à Touba. Maintenant, je ne sais pas si, effectivement, c'est interdit, si j'ai commis un péché ce jour-là en tapant dans un ballon. Iblo, faire du football aussi, qui a connu Touba en tant que pèlerin, sans doute en tant que vacancier peut-être aussi. Est-ce que l'interdit du football est formel? C'est pas du tout formel. Et je me demande, est-ce que à l'époque, il n'y avait pas cette brigade qui nous empêchait de jouer au foot? Oui, donc on reviendra sur cette question et puis d'ailleurs sur l'opportunité de cet interdit, sur son sens véritable. Mais redonnons la parole à Maïté Darnaud pour voir plus clair de manière exhaustive sur les interdits. Alors, on parle, pour avoir discuté avec un dignitaire religieux mouride, les activités récréatives sont interdites. Est-ce que vous avez plus d'éléments sur ces questions, Maïda? Effectivement, il y a aussi la question du cinéma et de la télé. J'avais lu avant de venir à Touba que la télé était proscrite. Pendant le Magal, nous, on a été reçus dans la maison immense de la famille du représentant des Mourides à Dakar. On a d'abord été reçus dans un premier salon au rez-de-chaussée avant d'être emmenés au dernier étage dans un autre salon où là il y avait un écran géant qu'on nous a proposé d'allumer. Mais de toute façon les chaînes c'était quand même Télé Touba, TV Magal, des chaînes faites à Touba au sujet du Magal en gros, et ça ne retransmettait grosso modo que des rataïdes. Ce qui est intéressant, et ça rejoindra ce que disait un de vos interlocuteurs, c'est que je pense que la semaine du Magal est vraiment sanctuarisée dans la famille dans laquelle on a été accueillis. Donc on a été hébergés pendant une semaine. Il y avait un grand salon meublé à l'occidental qui a été mis à notre disposition dans lequel il n'y avait pas de télé. Et lorsque Yuri est revenu un mois plus tard en janvier pour saluer la famille, la télé avait retrouvé sa place dans le salon sur le petit meuble de côté, et c'est une télé que j'avais aperçue dans une caisse qui servait de remise où on stockait les réserves de nourriture, etc. où j'étais entrée pour aider à ranger. C'est vrai que j'avais remarqué une télé qui était débranchée dans un coin, et je me suis dit elle doit plus marcher. En fait, c'était la télé du salon qui avait été cachée, entre guillemets, en tout cas débranchée pendant la semaine du Magal, et qui retrouvait sa place dans le salon familial pour le reste de l'année. Donc je pense qu'effectivement il y a le Grand Magal, c'est la semaine du summum de tous ces interdits, et que le reste du temps, effectivement, c'est possible que ce soit plus modéré. Moi, l'impression générale que j'ai eue par rapport à ces tabous, c'est que c'est important de donner l'échange en public. Après, en privé, derrière les murs, ça peut être plus laxiste, plus sympathique en tout cas, que cette rigueur de principe prétend. Alors, la seule codification formelle que j'ai retrouvée, c'est ce que je cite dans l'article, donc un décret d'un des prédécesseurs du grand Khalid des Mourides, ce décret qui date de 1980, adressé au procureur de la République du tribunal d'instance de Diourbel,
Donc il liste les interdits: ivresse, vente et consommation d'alcool, tabac, drogue, jeux de hasard, loterie, voile et recel, tam-tam, musique de danse et manifestations folkloriques. Donc les autres interdits qu'on a abordés ensemble, ça me semble être des pratiques de facto. Après, j'ai pas retrouvé trace d'articles de loi, mais même dans le principe, c'est intéressant de se pencher là-dessus. C'est que Touba, c'est un titre de propriété privée, donc c'est une sorte de loi privée, on va dire. Il n'existe pas de tribunal à Touba. Le tribunal qu'on va trouver, donc c'est le responsable de cette zone-là, c'est Durbel. Il y a un commissariat à Mbaké, il n'y en a pas à Touba. Donc effectivement, la manière dont c'est géré, et quand on essaie de poser la question, quand on essaie de comprendre comment marche cette dualité juridique aussi, les gens restent très flous. Et moi, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'il y a un vide juridique qui s'est installé parce que le fait que un propriétaire fasse la loi sur ses terres, c'est valable jusqu'à un certain nombre d'habitants, on va dire. Et je crois que ce qui n'avait pas été prévu et ce qui est peut-être un peu occulté, de manière vraiment voulue ou non, c'est que le fait que ça va devenir une vraie question de comment on va faire à partir du moment quand Touba va atteindre 1 million d'habitants, comment on fait marcher tout ça. Est-ce que l'autocontrôle va suffire? Parce que donc pour avoir interrogé le responsable de la permanence du commissariat de Mbaké, quand on lui pose la question de la désobéissance, du respect de la loi, on passe pour des demeurés. Hein. Oui. Quand vous demandez à quelqu'un en lui disant mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes tiré dans les rues de Touba, de nouveau on vous regarde comme un débile. Personne n'osera allumer une cigarette dans les rues de Touba en semaine de Grand Magal. Okay. Donc c'est des questions qui leur paraissent totalement incongruentes. Voilà, justement, Touba nous dit de fait dans un climat spécial accueilli par le Sénégalais. Il est d'ailleurs question depuis très longtemps, mais poussé dernièrement pour sa officielle, de lui formaliser le statut spécial. Voilà. Alors revenons d'abord sur les faits. Comme l'a rappelé Maïté, Touba a été érigé sur un titre de propriété privée qui a été délivré pour la première fois le 17 septembre 1928, le premier calife du Mouridine, Mohamed Moustapha Mbaké, et sous le numéro, il y a quelques précisions, c'est sous le numéro 528 pour un bail de 50 ans, et à l'époque Touba s'est fondé sur 400 hectares. Depuis, ça a évolué progressivement. D'abord une grosse date significative en 1976, où Touba est érigé en communauté rurale sur 564 km², toujours sous un régime de titre de propriété privée. Puis en 2003, l'autre évolution significative, où là Touba s'étend désormais sur 30 000 hectares et sur 12 km autour de la mosquée. Touba est considéré en tout cas par le fondateur du Mouridine et par la communauté mouride comme un butin colonial entre guillemets. C'est quelque chose que le Khalif général, le fondateur du Mouridine, a obtenu du pouvoir colonial, c'est-à-dire de pouvoir s'établir loin des villes, loin de ce qu'on appelle, on va appeler en termes religieux, la vie terrestre, la vie de tous les jours, de s'éloigner des centres-villes et d'aller s'installer donc à Touba avec les gens qui croyaient en lui. Est-ce que ce butin colonial, pour reprendre votre terme, ne pose pas une question assez vague? Alors, on n'est pas sans savoir que justement, Cheikh Ahmadou Bamba était contre le fait colonial, il a posé beaucoup de problèmes aux histoires, il a été résistant, et c'est d'ailleurs, on en a reparlé tout à l'heure, c'est d'ailleurs de là que vient l'interdit de l'école française. Lui considérait que l'école française était un instrument d'aliénation à l'époque, et qu'il refusait à ce que les gens qui étaient avec lui aillent à l'école française pour s'inscrire à l'école française. Donc non, la collaboration, je ne pense pas qu'il y ait eu une collaboration dans le sens d'accepter la colonisation. Mais en revanche, après une période de résistance, le colon a dû se résoudre à composer avec la réalité religieuse du Sénégal, incarnée à l'époque. Je pense que la collaboration, en la matière en tout cas, elle a rangé les deux parties. C'est que Cheikh Ahmadou Bamba demande à s'éloigner des villes, à aller dans une brousse, parce qu'à l'époque, il faut le dire, Touba était une brousse, il y avait rien du tout, c'était un espace de désert. Et le fait de s'éloigner là-bas, de vouloir aller là-bas, les colons, c'est une aubaine, oui, d'accord, bien entendu, allez-y, vous allez faire dans votre brousse, etc. Et Cheikh Ahmadou Bamba ne demandait que ça. Donc, dans les deux sens, il y a eu collaboration, mais
En réalité, c'était une banale partie d'intérêt. Revenons sur l'enquête de Maïté Darnaud. Alors, tout va, heureusement, ce ne sont pas des questions d'interdit, de ville sainte fermée ou tout est proscrit. Alors, parlons de ce que vous avez vu en termes de ferveur et en termes d'élan spirituel. Le Magal, si vous devez le résumer dans son aspect religieux, qu'est-ce que vous en retiendrez? C'est très très singulier, c'est une sorte de prière perpétuelle qui se veut prolifique, puisque le fait d'arriver à se rendre à tout bas pour le Grand Magal permet de contribuer à sa barricade, qui est une sorte de, pour le résumer de manière plus grossière, de capital bonheur, on va dire, de bonheur qui entend la paix spirituelle évidemment. C'est à la fois très exalté et il y a beaucoup de mouvements de foule. C'est assez impressionnant. Les gens se rendent en permanence nuit et jour pour aller prier sur le tombeau de Charamadou Bamba. Et par ailleurs, il y a une vraie convivialité. Et ça reste très calme dans le sens où je cite à la fin de mon article pour Libération, le nombre d'interpellations, 10 personnes pour détention de drogue, 19 cas d'ivresse publique sur 3 à 4 millions de pèlerins, c'est quand même fou. Donc les gens sont vraiment là pour manger en famille, se rencontrer, aller prier, c'est vraiment très bon enfant. Voilà, il y a une grande hospitalité, et y compris avec les femmes. En tout cas, moi, ce que j'ai pu ressentir au-delà de mon statut de journaliste occidentale, quand je me suis adossée à des dignitaires mourides, donc des marabouts importants, Cher Abdou Adem Baké, le président de la commission communication et culture du Grand Magal, Moustapha Diatara, le conservateur de la grande bibliothèque de Touba. J'ai même pu poser une question à Bassirou Abdou-Kadrian Baké, le porte-parole du Khalife général des Mourides. Pour eux, à chaque fois, j'étais considérée comme un interlocuteur légitime en tant que femme. Et c'est pas toujours le cas dans certaines communautés religieuses. Je pense notamment à des pentecôtistes en Afrique du Sud, avec qui je devais être couverte tête et jupe longue, on va dire comme au Magal, sauf que jamais ne me regardaient en face et jamais s'adressaient directement à moi. C'était toujours à mon partenaire masculin. À souvent, on est bien loin de ça, donc même si on veut donner une sorte d'apparat de rigueur, dans le fond, l'accueil de l'autre et de l'autre différent reste quand même tout à fait possible. Est-ce que vous avez senti que c'était un traitement de faveur qui vous était réservé, où toutes les femmes à Touba pouvaient jouir de ce statut? Clairement, en tant qu'occidentale et en tant que journaliste, j'ai toujours un traitement de faveur. Donc je suis consciente aussi de ça. Cela dit, on parlait des vêtements et de règles assez strictes. Les Sénégalaises mettent un grand zèle à contourner ces interdits pour rester très élégantes. Dans les lieux publics, les hommes et les femmes restent côte à côte. Dans ces mouvements de foule dont je vous parlais, on est collés serrés les uns aux autres. Il y a peu de gestes irrespectueux par rapport au nombre de personnes. Il y a évidemment toujours des rumeurs d'agression et de viol qui peuvent entourer les grands magasins, mais de nouveau, vu l'ampleur, ça reste malheureusement toujours, mais dans les normes, on va dire, de ce qui se passe dans la société par ailleurs. Dans les maisons, la ségrégation homme-femme est classique, on va dire, en fonction des activités de la journée. On retrouve les hommes et les femmes plutôt à tels endroits dans la maison. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas au-delà de ce que j'ai pu percevoir dans la société sénégalaise traditionnelle, à l'image de ce qu'il y avait dans la maison chez nos autres, où nous on était toujours reçus chaleureusement à l'entrée de la maison par le chef de famille, mais dès qu'on était dans la maison, c'était la mère qui s'occupait de nous tout le temps et qui avait l'air, c'était elle qui était aux commandes, on va dire, en tout cas pour ce qui était notre accueil. Merci pour cette réponse très complète. Alors restons sur le volet un peu plus religieux, un peu plus spirituel, qui vous avez un autre regard, vous qui avez vécu le Magal de l'intérieur. Moi, je me suis revenu sur mon dernier souvenir de Magal. Ça remonte à la fin des années 90, je devais avoir 14 ans.
l'ambiance, la chaleur qui régnait nous plaçait dans une cocon de spiritualité et de sécurité incomparable. Il fallait néanmoins braver les particules de poussière, les rayons solaires, les longues files d'attente et les bousculades intempestives. Le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, édifié à l'angle nord-est de la mosquée, se trouvait près de la salle de prière. Ce tombeau était recouvert de tissus en rouleau brodé de lettres coraniques. Il était entouré d'une grille qui tenait à de nombreux pèlerins à distance, tout en leur permettant cependant d'être nombreux à genoux, mains ouvertes et tête contre le tombeau. Et comment c'est possible de se de côté sur un mur, un vieillard qui s'insultait publiquement pour exprimer son bébé de maudissement. Je pense qu'avec les prières qui étaient c'est ce que disait Michael Lago, il y a une forme très exaltée. Alors, est-ce que vous avez juste en une phrase un résumé de ce que vous avez senti réellement comme pèlerin en un seul mot? Le résumé, c'est tous ces moments de folie, la ferveur des croyants, de prisonnières, et puis en pensant à tous ces gens, ce père de famille qui se donnait. Alors, Lynx, un commentaire? Il y a aussi, par rapport à ça, il y a aussi l'aspect charité. C'est un dérivé de la zakat. C'est le dérivé de la zakat, qui est un pilier de l'islam. Exactement. Parlons des Sénégalais, parlons des Sénégalais qui, tous les jours de l'année, 334 jours, vivent sous un régime assez libertaire, assez permissif, qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans une ville sainte et acceptent de se plier à ses codes et à ses règles. Qu'est-ce que ça dit quand même, cette contradiction? Ça dit d'abord une adhésion à tous ces interdits que vous avez listés. C'est-à-dire que les gens se rendent toujours en connaissance de cause. C'est pour ça que moi je ne suis pas étonné et que vous m'avez dit pour une lettre en interrogeant le commissaire comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne puisse transgresser ces règles. Parce que pour les gens qui se rendent à la Touba, c'est quelque chose qui est évident. Est-ce que ça pose pas une question quand même de contradiction morale? Oui, mais la contradiction morale chez les Sénégalais comme chez l'être humain d'une manière générale, c'est quelque chose qui est de mise. Mais je veux dire, il y a une adhésion à ces interdits, à ce qui est Touba et son entourage, qui fait que les gens qui s'y rendent en sont pleinement conscients. D'ailleurs, pour les Sénégalais, que pense-t-il de ce régime spécial, de cet interdit? Je vous propose d'écouter ce reportage de Snow Freddy, l'a réalisé à Paris. Adjo News, confluence. Au Sénégal, il y a Touba et les autres. Djibril s'est dit juste musulman, non pratiquant. Pour lui, le statut exceptionnel de Touba s'explique par la personnalité de son fondateur et guide religieux. C'est le Charles de Gaulle sénégalais. Ça, je parle par rapport à son histoire, ce qu'il a fait. À un moment donné, il a refusé quand même d'être la dictature quand même coloniale pour pouvoir s'imposer. C'est pour ça qu'il a eu quand même ce retour-là. Et c'est pour ça, à mon avis, à un moment donné, il a autant de... Maintenant, avec peut-être 120 ans après, 150 ans après, il a autant de légitimité. Cheikh, lui, est mouride, pur jus. Ses parents lui eux-mêmes prénommés ainsi en l'honneur de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, tient-il à signaler. Il veut bien dire un mot, mais pas en français, comme pour rappeler qu'à Touba, c'est le Wolof qui règne presque sans partage. Lu normal la ni ñu ko war a fonkee sax dafa des ni ñu war a fonkee maanaam Touba nekk Sénégal fonk gi dafa des ci Sénégalais yi maanaam waroon nañoo romb fii li tax Sénégal des fii mu nekk nii ba léegi mu metti nii Sénégal am ay jafe-jafe du leen lu dul ñàkk fonk Touba ak teraanga gi ñu suñu borom defal ñun Sénégalais xamuñu ko. Oui, mais les autres Sénégalais ne peuvent-ils pas avoir l'impression d'être traités comme des citoyens de seconde zone? La réponse de Djibril est sans détour. Il y a une certaine injustice par rapport aux autres communautés, effectivement. Mais vous savez très bien, le lobbying, par exemple, toutes les démocraties, les gens, ils ont essayé quand même de tirer profit de ces genres de situations. Mais je trouve ça quand même un peu injuste par rapport aux autres communautés. Il y en a beaucoup en plus au Sénégal. Un lobbying des mourides qui explique peut-être que la parole est beaucoup plus libérée chez eux, tout le contraire visiblement des Tidjanes, l'autre grande confrérie musulmane au Sénégal. Abdelaziz, un Tidjane, n'a pas souhaité répondre à nos questions, même si hors micro, il trouve que c'est pas normal que Touba fasse la pluie et le beau temps au Sénégal. Tout ça c'est n'importe quoi, dit-il, mais ils sont puissants économiquement surtout. En période de Magal, l'économie qui rentre au Sénégal, tu vois, c'est des milliers et des milliers. Hassan, couturier tailleur à Paris.
Moi, quand je vois un talibé mourir comme moi, je le fais comme mon frère. Personnellement, le calife est plus important pour moi que le président de la République. À part mon père et ma mère, le calife est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'ouvre les portes de la paradis. Qui me dit, quand tu fais ça, tu vas au paradis. Vaste sujet et passionnant aussi. La preuve, ce client vient juste d'entrer dans l'atelier d'Hassan. Il n'a pas pu s'empêcher d'y aller de son grain de sel. Il n'a pas tout le temps raison, Marabout. Marabout, il n'a pas tout le temps raison. Ça m'intéresse. Non, il n'a pas tout le temps Ça m'intéresse, tes avis. Oui, c'est un homme comme les autres. C'est Dieu qui a raison. Adjo News. Confluence. Alors, on l'a entendu, les populations sont assez en phase avec ce qui se passe à Touba. Y a-t-il pas un défaut de cohérence entre les pèlerins qui vivent à l'Argis tous les jours de l'année, qui renoncent un coup en étant Touba? Ben là, il a répondu. Mais prenons la question par le bout, Niga, des écoles françaises. Alors, dans leur version courante du territoire national et qui n'existe pas. Alors, pour ce qui est des écoles françaises à Touba, Bala soulignait tout à l'heure l'origine de la dichotomie qui existe entre les écoles coraniques, les madrasas, et puis l'école française. C'est qu'à l'époque, finalement, Bamba considérait, Bala a rappelé tout à l'heure que c'était assez vrai à l'époque, que l'école à l'époque, il y a 50, 60 ans, était un instrument d'aliénation, l'école française. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui? Dans son article, Maïté Darnouz souligne qu'actuellement, il n'y a pas d'école française. Alors, je ne sais pas si c'est absolument vrai, parce que c'est une histoire, en fait, l'histoire entre l'école française et les écoles coraniques fluctue, a beaucoup fluctué, a beaucoup changé, elle a une histoire. Parlons du cas présent. Alors, le cas présent, c'est que depuis fin 2013, le khalife général des Mourides a donné son aval pour la réouverture des écoles françaises. Parce que ces écoles-là avaient été fermées depuis 1994 par Salim Baké. Non, c'est plutôt ça pour dire école républicaine, mais comme disait Bala tout à l'heure, c'est que comme ça remonte à la colonisation, c'est immédiatement associé à la France, donc à l'enseignement du français et des valeurs françaises. Il faut quand même rappeler que beaucoup de militaires mourides, beaucoup des figures forcément étaient à cette école. Voilà, il faut faire la précision, c'est vrai. Quand on dit école française, je parle plutôt d'école républicaine. C'est plus clair sans doute. Donc actuellement, il y a le feu vert a été donné. Est-ce que ça s'est traduit actuellement par la réouverture? Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, l'aval moral du khalife a été donné. C'est ce qui compte à Touba, du moins. Et mais depuis fin 2014, donc il y a quelques semaines, il y a eu des représentants des écoles coraniques qui sont indignés contre un projet de loi soumis par le ministère de l'Éducation nationale pour, disent-ils, supprimer finement les dates, donc les écoles coraniques. Donc c'est une histoire qui fluctue, qui change toujours, et il faut en parlant, prendre en compte son histoire qui a beaucoup changé. Cependant, alors, je m'adresse directement à Maïté Darnouz. Dans votre article, vous n'avez pas fait mention des instituts Al-Azhar. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en savoir un peu plus. Non, effectivement, moi, mon propos s'appuie sur le fait que j'ai demandé à visiter une Dahara, donc une école coranique. Mais comme la semaine du Magal est un temps férié, on m'a dit qu'elles étaient toutes fermées, donc de faire visiter une seule de classe vide n'était pas très intéressant. Et du coup, j'ai posé la question, mais est-ce qu'il y a d'autres écoles, du coup, si les Daharas sont fermés, on peut peut-être aller ailleurs. Et on m'a dit non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Effectivement, c'était une réponse rapide et d'où mon évocation très rapide aussi. Je savais qu'effectivement, il y a un débat de longue date sur l'opportunité ou non de rouvrir ces écoles républicaines
africaine. Ce que j'ai pu constater, moi, c'est que à Touba, et quand on s'adresse aux Toubiens, donc les gens qui vivent là à l'année, ce sont essentiellement des locuteurs Wolof. Que peu de gens ne parlaient français, et quand il s'agissait d'écrire, quand ils savaient écrire, ils écrivaient tous en arabe. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bon, ça renseigne peut-être sur l'actualité même de la réforme, c'est-à-dire de la reprise, de la réouverture des écoles républicaines. Il y a aussi le fait que l'évolution, aussi bien démographique et géographique de Touba, est en train d'obliger cette règle à changer. Parce que Touba devient de plus en plus un peuple économique aussi, les banques qui s'y installent, donc de nouveaux travailleurs qui ne sont pas forcément mourides, qui arrivent avec leur famille. Donc c'est une réalité qui est en train d'influer sur cette envergure. Un dernier mot sur les instituts Al-Azhar que j'ai évoqués. Alors, les instituts Al-Azhar, c'est un réseau privé d'écoles qui a été créé par Serigne Mourtada Mbacké. Donc, c'était le petit frère de Serigne Saliou Mbacké. Depuis les années 70 et qui est présent en Afrique, au Sénégal, à Touba, il y en a, à Dakar, il y en a, mais également au Caire, il y a des partenariats avec le Caire, avec le Maroc, avec les États-Unis également. Et c'est un type d'enseignement qui allie à la fois l'enseignement coranique, religieux, et puis également les exigences de la modernité, disons, donc l'enseignement des langues, des sciences, etc. Et c'est un exemple, je pense, d'une cohabitation assez harmonieuse qui porte ses fruits. Merci. Espérons que ce soit des creusets d'excellence. Alors, Maïté Darlou, vous êtes journaliste spécialiste sur les questions de religion. Vous avez fait d'autres théâtres religieux aussi à travers le monde. Est-ce que ce que vous avez vu à Touba, en parallèle avec d'autres expériences que vous avez vécues ailleurs? C'est vrai que, pour résumer, vous me demandiez tout à l'heure en termes de serveur ce que je pensais. Oui. Ce que j'ai trouvé très singulier à Touba, c'est cette sorte de déambulation permanente où ce que je dis dans le passé de Libération, qui est entre un peu le passéo hispanique, parce qu'on vient beaucoup se montrer, on vient rencontrer les gens, on fait effectivement œuvre de charité, comme l'un de vos intervenants l'a mentionné, et c'est quelque chose de public. Les indigents restent au même endroit et on leur apporte en fait de la nourriture. Et puis c'est cette sorte de déambulation qui est aussi comme une prière parfaite, une manière de s'entêter autour de cette mosquée après la prière auprès du tombeau qui est maintenant protégé par une vitre. Là, vous disiez qu'à l'époque, il y a peut-être une 10-15 années, c'était un tissu. Maintenant, il y a une vitre qui on ne peut plus toucher le mur même du tombeau. Il y a un vide d'1 mètre à peu près où maintenant il y a une vitre. Et puis voilà, cette espèce de prière perpétuelle, prolifique. Moi, j'étais impressionnée de nouveau par l'ampleur de la foule et c'est assez éprouvant. Mais par ailleurs, le calme et l'accueil, voilà, ça reste une expérience très très forte et bien éprouvante dans le sens de fatigante et très mobilisante, on va dire. C'est quelque chose de très fort à dire. De ce que j'ai vu, je ne me mettrai pas du côté du fanatisme parce que comme je vous l'ai dit, il y a effectivement le respect de ces interdits compte tenu de l'affluence qui peuvent sembler jouer dans le sens d'une tranquillité publique, on va dire. Après, comme je le soulignais, dans les maisons, c'est un peu autre chose. Peut-être que les codes sont moins rigoureux, mais j'évoquais la rencontre avec les pentecôtistes en Afrique du Sud, où là, les hommes ne me regardaient pas en face, ne s'adressaient jamais directement à moi. Là, on est bien loin de tout ça. Les gens étaient plutôt curieux et honorés de savoir que j'allais pouvoir parler de ça dans des journaux français. Étaient étonnés que je vienne de Paris pour faire le voyage à Touba. C'était quelque chose de notable pour eux et par rapport à d'autres pays musulmans, d'autres situations dans certaines communautés arabes notamment, moi je n'ai pas ressenti d'ambiance fanatique. Voilà, il y a une grande rigueur religieuse. De là à parler de fanatisme, je pense qu'on n'en a encore pas tout à fait là. Merci d'avoir éclairci ce point. Alors, un autre point encore, c'est-à-dire ce qu'on observe sur place, notamment à Mbacké, c'est le cœur de votre article, cette contradiction
vices et versés. Est-ce qu'il y a des témoignages de pèlerins ou d'habitants qui naviguent entre les deux zones que vous avez pu recueillir? Que pense-t-il de ce qui se passe à Mbaké? Disons que Mbaké, ça reste, c'est quand même vu comme la soupape salutaire, je dirais, parce que ceux qu'on interroge à Mbaké en train de fumer et de boire nous disent ouais, à Touba c'est pas permis, mais bon, ça fait du bien de venir quand même pouvoir fumer une cigarette et puis se détendre un peu, mais voilà, sans excès, ils essaient un peu de modérer un petit peu leur attitude vis-à-vis de ces consommations diverses et variées. Mais je pense que si ça fonctionne aussi à Touba, ces interdits, c'est parce qu'il y a une soupape de sécurité à côté. Donc quid de l'avenir Mbaké-Touba lorsque Touba sera géographiquement prédominante sur Mbaké, ce que dit un petit peu le policier à la fin de mon article. Dans 10-15 ans, Touba aura probablement englobé Mbaké. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passera au niveau juridique? Moi, je considère, mais c'est un avis très personnel, mais que l'interdit tient d'autant plus qu'il peut être transgressé de temps en temps. Donc voilà, cette dualité, je pense, c'est ce qui fait que à Touba, ça se passe aussi bien aussi. Alors, on va terminer alors sur la fin de votre article. Vous dites, je vous cite, les Mourides ne cachent pas leur ambition, rivaliser un jour avec Dakar. Mauvaise nouvelle pour les noctambules. C'est comme ça que vous terminez votre article. Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques que ça s'étende jusqu'à Dakar? Disons que moi, je ne jugerai pas du fait que ce soit un risque ou une aubaine, mais disons que la possibilité que les Mourides veuillent étendre de plus en plus leur pouvoir va aussi avec leurs aspirations spirituelles à développer leur foi et le recueillement et l'adoration de Charamath Bamba. Je pense qu'un exemple assez parlant, c'est par exemple l'extension de l'autoroute jusqu'à Touba, dont la première pierre a été posée ce mois de janvier, donc début janvier me semble-t-il. C'est frappant de savoir qu'on va faire venir l'autoroute qui pour l'instant ne va jusqu'à Diamendo uniquement, qu'elle est prévue pour aller jusqu'à Touba, si je ne fais pas d'erreur. C'est quand même c'est notable qu'on aménage cette route qui va servir énormément pendant une semaine dans l'année. Je pense à quand on parle de cette dualité entre Mbaké et Touba, je vous disais qu'il y avait une forme de dualité aussi entre donner le champ en public et puis après ce qui se passe en privé derrière les murs qui est peut-être plus laxiste. Moi par exemple le jour de la grande réception, le vendredi, une des personnes qui nous a accompagnés pendant les 4 jours, qui faisait partie du service de communication, qui nous a très bien accueillis d'ailleurs, j'arrive et pour le saluer je tends la main alors que par ailleurs je ne le fais jamais quand il s'agit de pratiquants musulmans. Je sais que c'est pas forcément reçu, mais bon voilà, je tends la main et là il m'a regardé sévèrement en me disant non, c'est vraiment pas possible de faire ça en public. Voilà, il aurait pu ignorer. Il m'a quand même fait remarquer que je venais d'avoir un geste incohérent. On était sur le bord de la résidence d'accueil, on attendait les invités, etc. On n'était pas non plus soufflé des projecteurs. Toujours est-il, quand il m'a dit que il m'a signifié clairement que c'était un geste déplacé. La même personne, 3 heures après, quand on se retrouve dans une maison en privé, dans un salon un peu plus tranquille, commence à m'entretenir sur le fait que je sois mariée ou non. Et lorsqu'il apprend que je suis non seulement mariée, mais en plus mère de famille, me répond en me disant c'est un coup de poignard, comme si je venais de faire 2 enfants dans le dos, en gros. Alors que, voilà, cette dualité, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez, pour le goût, sympathique, parce que c'est des choses qui ne sont pas arrivées dans d'autres communautés musulmanes, qui avaient peut-être les mêmes principes de rigueur, mais qui, même en privé ou dans un moment plus détendu hors cadre professionnel, ne se relâchaient pas à ce point-là, si je puis dire. Donc voilà. Cela dit, ça reste une anecdote sympathique et plutôt flatteuse. Donc voilà, mais c'était assez rigolo. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci de terminer nos discussions sur cette anecdote qui est croustillante. Vices et versés, Touba et Mbaké, donc Maïté Darnaud, que vous retrouverez aussi dans le journal Le Monde des Religions. Merci Maïté Darnaud. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur certains points. Merci beaucoup Maïté Darnaud.
Merci à vous pour l'invitation. Radio News, Confluence. Merci d'être sur Radio News Radio. Nous sommes en Confluence avec Mbougar Sarr, Iboulo, Lamine Faye et Baladjé. Alors, j'ai une première question que je vous pose à vous tous. On va donner quelques éléments pour situer la discussion. Les seuls territoires où la manière de s'habiller est régie par les lois de la République sont les territoires islamiques ou des zones tombées sous la coupe de quelques fanatiques, comme on l'observe ailleurs dans le monde. Est-ce que Touba est dans la même lignée? Voilà. Mais bien sûr que non, nous ne sommes pas dans la même lignée. Je me permets de te reprendre, c'est pas que dans les territoires fanatiques où la manière de s'habiller est définie. Dans le monde entier, la manière de s'habiller est définie ou la manière de ne pas s'habiller, parce qu'il y a des limites à la manière de s'habiller. Pas faux. Disons que dans le cadre de Touba, pour reprendre avec les interdits d'une manière générale, ce sont des interdits qui répondent à la fois à la spécificité de la ville, à la spécificité religieuse de la ville, à son histoire aussi religieuse, mais aussi à l'adhésion des populations. C'est-à-dire que c'est une ville qui s'est fondée par le biais de l'agrégation de gens qui adhèrent aux idées de son fondateur. C'est-à-dire il est parti dans un lieu quasi désertique où il a fondé une ville sur des principes et des bases religieuses. Donc les gens qui lui ont rejoint adhèrent d'office à cette mais on ne peut pas faire cette comme s'il n'y avait pas un contexte national. Touba, même si c'est une ville à part et à l'intérieur du Sénégal, je suis d'accord. Une république laïque. Il y a une mais justement, c'est ça qu'il faut relativiser. Parce que moi, quand je reprends la liste des interdits qu'on a cités,
Par exemple, la consommation de l'alcool au Sénégal est très très encadrée, y compris dans la rue. Et là, je ne parle pas des rues de Touba. Dans les rues de Dakar, vous faites alpaguer avec une bouteille d'alcool, vous êtes arrêté, vous êtes passible aux yeux de la loi, on peut vous arrêter. C'est-à-dire il y a les lieux où on boit de l'alcool au Sénégal sont encadrés par une licence, etc. Enfin, je ne sais plus exactement ce que la licence. Les débits de boissons. Mais vous n'avez pas le droit de consommer de l'alcool dans la rue, au Sénégal d'une manière générale. Mouga, vous avez une réaction sur ça? Alors, sur la question du fanatisme, je pense que le terme est peut-être exagéré. S'il y a un fanatisme à Touba, il s'agit plutôt d'un germe de fanatisme. C'est qu'il y a ce que j'appellerais plutôt un radicalisme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de nostalgie de la racine, c'est-à-dire une nostalgie d'une façon de vivre ou de pratiquer, d'avoir une vie spirituelle qui remonte à une racine. Et ça peut porter les germes d'un fanatisme. Mais sur le terme fanatisme, il faudrait le porter ailleurs. C'est-à-dire qu'à mon avis, le fanatisme ne s'exprime pas tant dans les interdits que dans la façon qu'ont beaucoup, la majorité, je pense, des mourides, la difficulté qu'ils ont à recevoir une critique. C'est-à-dire, et ça peut être un germe de fanatisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est habité par une seule idée, qu'on croit vraie et qu'on a vocation à étendre, à imposer, à croire que c'est la seule valable, en tout cas la seule vraie, et qu'on n'est pas capable de tenir une discussion avec une altérité qui est plus critique, qui ne croit pas à cette vérité-là et qui essaie de la questionner, et qu'on n'est pas capable de ça, là, il peut y avoir les germes, oui, d'un fanatisme. On est au cœur même du mouridisme, on ne conteste aucunement les décisions du calife qui sont des injonctions qui tombent. Oui, c'est pourquoi je dis qu'à mon avis, le fanatisme, il porte plutôt sur la façon, la sanctuarisation, le culte très exagéré, je trouve. C'est-à-dire les interdits, cette manière de se représenter la religion, les textes fondateurs aussi du mouridisme. Daniel Cruz O'Brien aussi avait fait un article sur ça, beaucoup de recherches d'ailleurs dans les années 70, sur le ndigel et cette relation de soumission entre le disciple et son maître. Est-ce que ça ne fait pas un faisceau d'éléments qui, peut-être pas du fanatisme, vous avez utilisé le terme de radicalisme, qui peut-être s'irait mieux? Il y a en tout cas des conditions, un ensemble de conditions qui, si on ne fait pas attention, s'il n'y a pas de remise en question, peuvent, dans quelques années, en même temps que Touba s'étend, en même temps que Touba peut englober Mbacké et puis s'étendre, englober Diourbel, etc., ce sont des germes, il est possible, c'est une possibilité, il ne faut pas la nier, je crois, que c'est une possibilité que ces germes-là deviennent quelque chose de plus dur. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas forcément s'en inquiéter, parce que c'est un fait qui existe au Sénégal depuis assez longtemps. Cette confrérie mouride cohabite depuis longtemps avec les autres confréries, avec lesquelles en fait je pense qu'elles partagent, on va dire, la même foi ou la même déférence envers le serigne. Le serigne en fait qui est un peu une figure tutélaire comparable un peu à l'ayatollah, mais qui est différente des ayatollahs par rapport au mode de transmission du pouvoir. Et ce qui est aussi singulier dans la figure du serigne, justement du serigne du calife général et aussi des autres serignes, c'est qu'elle est l'incarnation en fait de la soumission, du mot soumission dans l'islam. C'est-à-dire, qui est le cœur même de l'islam. Qui est le cœur même de l'islam, justement. On lui voue justement un culte assez immodéré, qui est même comparable à un culte divin. Oui, c'est d'ailleurs ce qui vaut aux mourides, qui sont un courant sunnite d'obédience malékite. Oui. Des critiques du wahhabisme, donc qui lui est un courant qui n'admet pas qu'il y ait une personnalisation du culte. Voilà. Donc, comme c'est le cas, il faut le dire, dans le mouridisme. Faut-il se satisfaire des choses alors en l'état, Boulot? Absolument pas, mais moi j'aimerais bien juste attirer votre attention sur quelque chose qui risque de germer à long terme par rapport aux différentes confréries. Parce que là on parle des confréries qui vivent tous sur une même foi. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y a une liaison avec la vie politique, le fait que maintenant aujourd'hui les marabouts sont devenus de plus en plus plus ou moins pas des hommes politiques, mais des acteurs de la vie politique, et qu'il y a certaines déclarations, souvent dans certains cas de Magal, de Maouloud, et que
à terme, ça peut créer des germes de jalousie entre certaines confréries. Ça peut, voilà, ça c'est quelque chose que... Mais c'est ça qui devrait nous rassurer parce qu'on a vu à plusieurs reprises, parce que là je ne parle pas seulement du mouridisme, mais des confréries d'une manière générale. Dès lors qu'elles sortent du précaré religieux, et voire même du précaré social, et qu'ils rentrent dans des domaines comme dans les domaines politiques, là les gens n'entretiennent plus les mêmes rapports avec eux. On n'est plus dans le rapport de soumission entre marabout et talibé. En tout cas, peut-être, on peut dire peut-être que pour une partie des gens ça l'est encore, mais je pense que pour une grande majorité ça ne l'est plus. Regardez ce qui s'est passé pour les consignes de vote ces 10 dernières années. Oui. Quelle consigne de vote a été respectée? Il y a des nuances. Je ne peux pas mettre sur le même régime des gens comme Betochoun ou comme Kaha avec le grand calife des Mourides. Donc il y a des échelles de différence à prendre en considération. Moi je tempérerai juste ton propos en fait par là. Les directives des sérines ne sont peut-être pas suivies pas totalement suivies par les disciples, mais les hommes politiques considèrent les sérines comme des personnages incontournables et même des personnages auxquels ils doivent se soumettre, en fait, quelquefois. Et puis même... peut-être pas pour la deuxième partie de la phrase, la soumission, je ne suis pas d'accord, mais il est considéré comme des personnages incontournables. Là, je pense que c'est une réalité sociale qu'on ne peut pas nier. Parce que... Mais est-ce qu'on peut l'apprécier? On peut absolument l'apprécier. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est de considérer, parce que la communauté mouride qui est estimée à 35% d'après le chiffre de Maïté, etc., mais vous avez toutes les autres communautés qui sont aussi représentées à peu près sur le même régime. On est toujours dans l'islam confrérie. Et malheureusement ou heureusement, c'est ça le Sénégal. Les gens adhèrent plus à ça qu'à l'esprit de république, entre guillemets. C'est ça le Sénégal. Donc vouloir dire que c'est incontournable, c'est une réalité. En revanche, que le pouvoir politique se soumette pour des intérêts politiciens, le pouvoir politique ne se soumet pas, mais on ne peut pas nier justement qu'il y a un traitement de faveur ou même une certaine déférence de la loi, en fait, de la République envers ces personnages-là. Même si ce n'est pas un traitement qui est consigné, en fait, même si on ne voit pas de traces réellement de traitement spécial dans la loi, on ne peut pas s'empêcher de constater qu'à de multiples reprises, les sérines ont bénéficié justement d'égards de la loi. Iboulo, un tout dernier point. Dernier point, moi je tenais juste à souligner le fait qu'aujourd'hui, les différentes confréries sont en train de s'adapter par rapport à la réalité politique du Sénégal. Ce qui fait qu'il y a une certaine structuration aujourd'hui qui fait qu'on n'a plus les mêmes interlocuteurs qu'on avait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des conseillers en communication qui sont embauchés par les différentes confréries. Il faut mettre des stratèges politiques dans la tête de chaque confrérie parce que voilà, il y a des territoires à gagner, il faut quand même il y a quand même une volonté de pouvoir agrandir. Il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique derrière et ça. Une question très très brève, on clora autour de cette dernière. Alors, est-ce que les populations, pour reprendre vos propos Bala, qui adhèrent plus à la réalité religieuse traditionnelle et confrérique, moins à l'esprit de la République, est-ce qu'en l'état, il faut corriger ce profil ou souhaiter qu'il reste comme ça, inamovible? Bon, parler de correction voudrait d'office leur faire admettre qu'ils ont tort. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche d'arriver et de voir les gens, d'écouter ce en quoi vous croyez, ce n'est pas la bonne chose. Venez, on va faire autre chose à la République. Mais en revanche, je crois qu'il y a quelque chose à construire pour sauvegarder le vivre ensemble. Parce qu'effectivement, ce qui peut être pernicieux dans ce cas-là, c'est voir ce qui s'est passé dans les années précédentes où l'État a plus favorisé une confrérie plus qu'une autre et qu'une telle autre confrérie se lève pour dire « moi j'ai pas eu droit à ça ». Ça peut mener vers des tensions qui peuvent être irréversibles. Mais comment factuellement arriver à se vivre ensemble? Est-ce qu'il y a des recettes évidentes? Non, je n'aurais pas la prétention de dire qu'il y a des recettes miracles, mais je pense qu'il y a des choses à consolider parce que vous parliez tout à l'heure quand je parlais des consignes de vote, vous avez dit qu'il y avait différents niveaux. Effectivement, il y a différents niveaux au niveau des marabouts, mais je pense qu'il y a une certaine intelligence au niveau des grands dignitaires. Parce que jamais, en tout cas dans notre histoire contemporaine, on a entendu, concernant la communauté mouride par exemple, le khalife général donner une consigne de vote. Je pense que là, c'est entre les non-dits et les propos officiels, il y a quand même... Non, attention, parce que là aussi, c'est de l'interprétation politique que chacun s'attribue pour dire, voilà, le khalife a dit tel truc, donc il faut entendre telle ou telle chose.
je pense qu'il y a une grande intelligence, surtout même en termes de communication, parce qu'Iboulo le soulignait tantôt, mais effectivement, que ce soit Touba, Tua ou autre, les gens font de la communication, parce qu'on a reçu ici Majalis dans cette émission-là, et les gens savent de plus en plus qu'il faut parler aux gens autrement à travers leur réalité, et ils savent qu'ils seront de moins en moins entendus quand ils parleront de politique. Les silences sont éminemment des fois politiques en matière de relations entre le pouvoir et le religieux. Alors Mbougar. Personnellement, je suis pour un modèle qui intègre tout le monde. Et je pense que le modèle qui intègre tout le monde, c'est le modèle républicain. C'est laïque. C'est ce que je crois. Je pense que c'est le modèle qui permet à tout le monde de vivre sa foi en bonne harmonie avec les autres. Le grand problème en la matière, c'est que je pense que ce n'est pas tant le fait de croire davantage à la religion ou autre, c'est le fait, en y croyant davantage, de vouloir la porter sur une scène publique. Oui. Et ça, je pense que c'est le grand problème. S'il y a des gens, et il y en a au Sénégal, qui ne se sentent proches d'aucune religion, qui ne se sentent pas affiliés à une confrérie, etc. Voilà. Est-ce que tu as conscience que le modèle républicain et laïque ne parle pas à la majorité des Sénégalais? Alors, est-ce qu'il ne leur parle pas, certes, mais il y a là une éducation à faire. Je pense qu'il y a une éducation à faire, il y a des informations à donner. C'est-à-dire que, et sur ce point-là, je pense que les chefs religieux, avec toute leur intelligence que tu soulignais, ont leur rôle à jouer. Ils ont leur rôle à jouer. Pédagogie nationale. Je pense qu'ils ont quelque chose. Alors, Iboulo, la laïcité qui n'est pas comprise, comme le dit Bala, par l'essentiel des Sénégalais, est-ce que ne pas la comprendre, ça veut dire d'office? Attention, je n'ai pas dit qu'ils ne la comprenaient pas. Ça ne parle pas. Oui, enfin, c'est quoi la différence exacte? C'est-à-dire, pour eux, ça ne les concerne pas. C'est pas une affaire de comprendre. Ils n'adhèrent pas à cette idée-là. Oui, mais quand on ne comprend pas quelque chose, on n'y adhère pas. Oui, mais il y a un côté péjoratif dans le fait de dire qu'ils ne la comprennent pas. C'est-à-dire, ce serait quelque chose de positif qui serait là. Je m'abstiendrai d'être. Non, mais personnellement, je trouve que la laïcité, ça suppose quand même que la religion, on remet la religion à sa place. Donc, ça veut dire que dans le cadre de l'intime, voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est quand même incompatible aujourd'hui au Sénégal de pouvoir vivre sa religion d'une manière intime et tout le prosélytisme qu'on voit derrière, à gauche et à droite, les hommes politiques qui en usent derrière. Ça, je trouve ça quand même un peu incompatible à la laïcité. La laïcité garantit l'expression du culte. Est-ce que aujourd'hui les modèles comme le modèle de Touba, s'il s'étend avec ses interdits, ses lois, est-ce que ça garantira la laïcité? Non, mais je pense justement qu'il faut garder Touba à Touba, se battre contre toute extension de cette ville. Ce que Bala disait tout à l'heure, je suis certain que si on demandait, on l'a fait en fait, si on demandait l'avis de la population, une majorité se prononcerait en faveur de la continuité de l'existence de Touba. Et par contre, l'extension de ce modèle-là, je pense même que c'est ces mêmes personnes qui se prononceraient contre l'extension de Touba, parce que justement ils veulent avoir deux périmètres sur lesquels intervenir. Ils veulent pouvoir vivre une certaine laïcité en dehors de Touba et au moment où ils le choisissent, pouvoir aller en pèlerinage pour se soumettre à... C'est la contradiction que tu soulignais tantôt. C'est-à-dire les gens, ils viennent pouvoir aller à Touba, mais ils aiment bien pouvoir aussi... Mais c'est ça. Pouvoir aller Touba a quelque chose de rassurant en fait. Dans l'exercice de sa foi, aller à Touba, c'est vraiment une façon de dire voilà tout ce que j'ai fait pendant l'année, tout ce que j'ai niqué, enfin, tout ça. Et c'est une façon de dire voilà c'est bon, je passe une semaine là, c'est bon, tout est lavé et puis voilà. Et même dans le terme, le fait d'aller à Touba, il y a une démarche qui est faite. Alors que si c'était quelque chose qui nous entourait, il n'y aurait plus cette démarche d'aller vers... Ça serait imposé à tous. Mais on terminera sur ça. Alors, la laïcité, c'est ce qui permet aujourd'hui aux Maurice de tenir une daïra à Ziguinchor et partout. Par contre, je regrette de ne pas pouvoir jouer au football. Merci, chers amis. La question de Touba est une question, comme vous l'aurez compris, inépuisable. On y reviendra sans doute dans d'autres émissions. Vos prochains rendez-vous dans Confluence, c'est la pause actu et ensuite la guillotine. Mais tout de suite, une petite respiration musicale. Do my teeth, do my weight. Feel it, mangi wetel ki masak. Do my teeth, wait. Feeling mangi wetel ki masak. Do my teeth, do my weight. Feel it, mangi wetel ki masak. Do my teeth, wait.
feeling mangi wetel kimasak. When I was younger, I used to look up in the sky high to see if there's no glimmer of heaven above, and look down with belief under my feet to see it. Ain't no hell below. So the more you grow, the more you learn. Life's a permanent fight, only with self-knowledge you win it. Burn him, who the devil, beat his evil, turn your back and walk away. He's your enemy number one. Let play. Sam kawaman no pinansa Ramadan madan liwerte war tamalitaya aya moyulimu aye dumachitaye dumatit tudumawet vile mangi wetel kimasak dumatit wait vile mangi wetel kimasak. I'm not alone, I'm not afraid. As long as I know that you're all along the way, I am neither alone nor afraid. As long as I know you're along the way. The virus of evil spreads out like wildfire. The devil's army strikes alone and won't retire. The pure souls get higher and higher. In the fortress of the Almighty, them dwell peaceful. Manumatit, manumaway, feeling mangi with the kimasak. Monyo sargal, jibanik alamag hawa mawat. Ginako ji domo bayay, rasulilay amul marom. Ginako ji samay tirak samay ru. Marom mi mo. Dumatit, tudumawit. File mani weta kimasak. Dumatit, wait. File mani weta kimasak. I'm not alone, I'm not afraid. As long as I know that you're all along the way, I'm neither alone nor afraid. As long as I know you're along the way. Yalla may na ma fit, di ma daw ne fit. Sama fit la nan khit ba mu ne kit. Burbi yalla ay sama njit. 1, 2, 3. Ma andek sama crew digi dabaji. La kunanyu ma jaxo ci la xajako. Sama xalangi sepp sama gemin. Tay ma yabbi li ma sex. Nandal bepp kaaba ci sama dex. Fasene len taf ci guy tex. Duma far itam sama daabu jeex. Képp ku ma jali nañu bokkoon day tàggat ci leeru beñu mën na jubal suñu liggéey ali wa dal mar. Adjo News, Confluence. Adjo News Radio Confluence, nous sommes de retour pour la pause actu. Dakar a été ces derniers jours au cœur d'une séquence politique très heurtée. L'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, au chevet de son fils, dont le procès court actuellement, a bravé l'interdit de manifester du gouvernement, donnant lieu à des scènes invraisemblables. Ce qu'il faut en retenir, c'est avec tout 9 minutes. Un 4x4 aux vitres teintées forçant un barrage de police sous le feu des gaz lacrymogènes, place de l'Obélisque à Dakar. À l'intérieur de la voiture, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Cette scène surréaliste qui s'est déroulée samedi dernier illustre bien la tension qui règne ces derniers jours au Sénégal entre le pouvoir et l'opposition. Dans la semaine, à 2 reprises, les forces de l'ordre ont dispersé là encore à coups de bombes lacrymogènes des tentatives de rassemblement organisées par le Front patriotique pour la défense de la République, une coalition de l'opposition dont la principale composante est le Parti démocratique sénégalais, dirigé par Abdoulaye Wade. Plusieurs responsables politiques du PDS avaient été interpellés avant d'être libérés 24 heures plus tard. L'opposition n'entend pas se laisser museler par le pouvoir en place qui, dit-elle, est en train de tuer la démocratie au Sénégal. En cause, la multiplication des interdictions de manifester qui sont devenues, selon les opposants, monnaie courante depuis l'accession de Macky Sall au pouvoir. Si certains responsables du PDS appellent à manifester autant que nécessaire pour dénoncer les dérives liberticides du pouvoir, d'autres en revanche jugent inadéquate une telle stratégie. Principe de précaution face au risque de troubles à l'ordre public ou dérive totalitaire de l'actuel président. Quoi qu'il en soit, même au sein de la coalition gouvernementale, le débat sur l'interdiction répétée des manifestations est désormais posé. Cette escalade de la tension politique intervient alors que le procès de Karim Wade est dans l'impasse totale. Et pour ne rien arranger, Abdoulaye Wade en a fait une question de vie ou de mort, affirmant être prêt à mourir pour la libération de son fils Karim, en prison depuis presque
1 an et dont le procès pour enrichissement illicite est toujours en cours. Et c'est là l'autre raison en toile de fond de toute cette colère de l'opposition et surtout de l'ancien chef d'État sénégalais. Lors d'une manifestation mercredi dernier, rassemblement finalement autorisé cette fois, Abdoulaye Wade a tout de même fait un geste d'apaisement en appelant solennellement Macky Sall à la table de discussion. Une invitation acceptée par le président, signe encore, s'il en est, d'une désescalade, du moins théoriquement. Adjo News. Confluence. Merci tout neuf pour cette pause d'actu. On reste dans l'actualité pour terminer Confluence et le tribunal des idoles. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulait jusqu'à présent très bien. Des pelouses correctes, des stades dégarnis, mais avec tout de même beaucoup de ferveur. Des matchs à suspense, on peut le dire, jusqu'à ce quart de finale de la honte entre la Tunisie et la Guinée équatoriale. Un arbitrage scandaleux et pour ne rien arranger, quelques jours plus tard, un incident incroyable, un match interrompu pendant plus d'une demi-heure dans une atmosphère carrément irréelle. Bah là, tu t'es même fendu d'un pauvre de nous sur Facebook. C'est un cas difficile à juger, mais d'abord, prenons les choses par étapes. Cet arbitrage de Tunisie, Guinée équatoriale, je parle à des footeux, lens hormis. Alors, Mboga, oui. Cet arbitrage. L'arbitrage était désastreux, comme il peut être désastreux partout. Oui. Voilà, donc c'était un arbitrage tout à fait honteux. On a eu des arbitrages honteux. J'ai une pensée émue pour Tony Ovrebo. C'est l'arbitre de Chelsea, Barça célèbre. Voilà, mais oui, c'est un arbitrage qui a été honteux. Le penalty est inexistant. Et en sus de cela, il y a l'attitude des joueurs de la Guinée équatoriale. Honteuse également, de bout en bout. L'attitude du public, honteuse de bout en bout. Il faut raser ce pays. Est-ce que la responsabilité de la CAF à travers cet arbitrage tout à fait honteux, pour reprendre le terme de Mboga, est engagée? Forcément, puisque la CAF est la tutelle d'office de tous les arbitres. Mais enfin, tu l'as souligné tantôt, moi c'est la première chose que j'avais remarqué dans les matchs de poule, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'accros sur l'arbitrage. Tout se passait plutôt bien, alors qu'on avait tantôt des petits scandales au jeu qui n'étaient pas sifflés. Là, tout était bien. Et bien, jusqu'à ce quart de finale où tout s'est effondré en fait. Tout s'est effondré. Et donnons d'ailleurs des éléments de contexte. Alors, la Guinée équatoriale a donné un grand bol d'air à la CAF en organisant en 2 mois la compétition suite à la défection du Maroc. Est-ce que ce n'était pas une manière de les rétribuer? Si c'est le cas, c'est une manière bien maladroite parce que ça ne sert ni la CAF ni la Guinée équatoriale en l'occurrence, parce que et ça salit encore une fois le football africain. Après, pour avoir vu le match, je préfère penser que l'arbitre a été mauvais et a subi des pressions plutôt que penser à de la corruption comme on a pu l'entendre ça et là. Parce que j'ai vu le match et pour un arbitre corrompu, attendre la dernière minute pour accorder un penalty, c'est... ça veut dire qu'il était à 1 minute de ne pas toucher son dû. Il n'y a pas beaucoup de professionnalisme. Franchement, je ne connais, pour connaître un peu le football, je ne pense pas qu'il s'agisse de corruption. Je préfère penser qu'il a été mauvais et qu'il s'est laissé, et qu'il a cédé à la pression à la fois du public et des joueurs de la Guinée équatoriale. Cette hostilité des supporters équatoriens guinéens, venons-en maintenant au deuxième point qui est sans doute le plus scandaleux de tous. Ce match interrompu pendant près d'une demi-heure. Ces événements succèdent à une série de manifestations assez honteuses dans le football africain. On se souvient de ce qui s'est passé au stade Léopold Sédar Senghor, ce qui a conduit à la mort du Camerounais Albert Emboussé dans un stade en Algérie. Est-ce que le peu de crédit que le football africain avait sur la scène internationale ne s'évapore-t-il pas tout simplement avec cet enchaînement d'événements malheureux? Forcément, avec tous ces événements. Moi, aujourd'hui, il faudrait peut-être regarder la conception que les Africains ont du football, de manière générale. Parce que, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est un sport qui nous passionne tous, mais de là à caillasser des stades qui sont construits à des coûts de millions, et j'arrive pas à comprendre. Voilà. Moi, c'est la conception que les Africains ont du football d'une manière générale. Je m'interroge par rapport à ça aujourd'hui, vu les événements. Alors là, même si vous n'aimez pas le football, vous n'avez sans doute pas échappé à ce qui s'est passé lors de
Guinée équatoriale, Ghana. Alors ces images, cet hélico sur le terrain, cette scène de violence, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que le football africain, ou le football de manière générale, pas seulement africain, ne reflète que l'état de la société. C'est-à-dire le football ne peut pas, le milieu footballistique ne peut pas échapper. C'est curieux parce que le curling... le curling est suédois. En Guinée équatoriale, aller faire du curling, là déjà, non, mais pour prolonger ce que dit Lex, c'est même encore pire parce que ce qui s'est passé là, tous ces événements que tu as listés, en fait, ça découle d'une chose, c'est que les gouvernants, notamment africains, ont cette fâcheuse tendance à vouloir faire porter une responsabilité sociale au football qu'ils ne devraient pas avoir. On en fait un échappatoire. On en fait un concentré d'émotions, on en fait le moment T de la vie. Est-ce que c'est eux qui sciemment théorisent ça? Est-ce que c'est pas forcément tout simplement si c'est pas qui est sensible? Mais c'est très entretenu. Mais regardez ce qui se passe autour d'un match de football. Si on prend le cas du Sénégal, mais c'est extraordinaire. Oui. Vous avez les ministres des Sports qui se déplacent pour aller voir les joueurs dans les vestiaires. Oui. Vous avez le président qui passe des coups de fil devant la télévision nationale où tout le monde j'encourage les Lions. Vous avez une cérémonie de remise de drapeau. Oui. Mais à la limite que vous êtes vous-même en transe quand le PSG joue. Oui, mais je suis d'accord. C'est-à-dire le rôle du supporter que je sois en transe parce que je suis un passionné de sport. Oui. Mais qu'au niveau de l'État, qu'on transporte cette émotion-là et qu'on la distille à travers les populations, ça ne me va pas parce que les gens qui adhèrent, dans le cadre d'un match du Sénégal, par exemple, si le Sénégal joue au stade Léopold Sédar Senghor, mais la moitié des gens qui y sont, ce ne sont pas des amateurs de foot. Ils ne vont pas suivre le championnat national, ils ne suivent pas le foot à la télé, mais c'est parce que c'est l'équipe nationale et qu'il y a quelque chose autour qui a été créé. Donc ils y vont, donc ces gens-là ne comprennent pas qu'on puisse perdre contre la Côte d'Ivoire. Et forcément, ils cassent tout derrière. Mais justement, en fait, moi je pense que les hommes politiques qui se servent du football pour instiller, on va dire, un patriotisme supplémentaire à la population, tant mieux. En fait, dans tous les pays du monde, on a ce comportement-là. Mais qu'ils introduisent dans le milieu, dans la gestion du football, leur propre méthode, c'est-à-dire corruption, pot de vin, leur propre méthode, justement pour moi, on en parlera dans notre émission. On a enregistré cette émission le dimanche, le jour de la finale de la CAN. Exercice très très périlleux, les amis. Donnez votre pronostic entre Côte d'Ivoire et Ghana. Lynx, très rapidement. Moi, je pense que c'est les cheveux d'Hervé Renard qui gagneront cette CAN. C'est formidable. Ou la chemise blanche, on ne sait jamais. En 92, j'avais soutenu la Côte d'Ivoire, ils avaient gagné, donc je reste sur la Côte d'Ivoire. Continuité, j'espère que ça portera chance aux éléphants. En termes de qualité de jeu, la Côte d'Ivoire m'a davantage convaincu, même si leur défense est merdique. Je pense que leur attaque gagne un peu plus de confiance et Gradel, Gervinho, Boni et Yaya Touré derrière, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'ils peuvent gagner. Pas le pronostic. Ils vont gagner. La Côte d'Ivoire va gagner 2-1. L'Afrique a ses mystères et une finale, ça peut se jouer surtout sur des détails. Et moi, j'ai pronostiqué sur le Ghana. Sur le Ghana. Alors, le sens du contre-pied. Un rapide tour de table. Ton pronostic, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Non, je suis tenu par un devoir de réserve. Alors, un rapide tour de table pour savoir ce qu'on guillotine. La CAF, le pays hôte, le corps arbitral ou tout simplement tout le monde. Lynx, rapidement. La CAF, juste la CAF. Moi, je fais une triplette. La CAF. La CAF. Ça, c'est formidable. Merci d'avoir écouté Confluence. On se retrouve dans 15 jours pour l'émission anniversaire de Confluence qui fêtera ses 1 an. Beaucoup de surprises au programme. On se quitte sur ces quelques mots à méditer. On les doit en chef de Top Chef. L'important, c'est le coquin. Voilà.